Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série L'économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques, dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Préface. Dans cet ouvrage, Philippe Madinier continue à creuser un sillon qu'il avait déjà labouré en 2005 avec une belle étude, malheureusement restée quasiment confidentielle, mais que j'avais eu le plaisir de lire et de commenter, dont le principal enseignement portait sur la dévalorisation, ou le dédain, des activités de service. Dévalorisation dans les représentations courantes de ce qui fonde une économie saine, mais aussi dévalorisation statistique, avec dans les deux cas, des incidences repérables sur les politiques économiques et les priorités politiques. En commentant ce travail antérieur, j'écrivais « En partant de questions apparemment techniques sur la sous-estimation statistique du développement des services, Philippe Madinier en vient dévoiler le rôle des représentations dans la mesure et dans les orientations politiques. Dans ce nouvel ouvrage, ce sont d'autres préjugés qui sont critiqués, selon une méthode assez voisine de celle qui s'appliquait aux services. Ils concernent le travail indépendant. Ils ne sont pas sans rapport avec les préjugés sur les services, et parfois ces derniers sont à nouveau et à juste titre invoqués, mais ils sont également spécifiques, en ce sens que la dévalorisation fréquente du travail indépendant, dont 84% des effectifs relèvent aujourd'hui du secteur tertiaire, vient souvent se surajouter à celle des services. La première de ces idées reçues consiste à affirmer que le travail indépendant, plus ou moins assimilé à une survivance du passé, est condamné à voir ses effectifs décliner inexorablement. Cette tendance au déclin a été vérifiée dans l'agriculture. Elle a paru se manifester aussi dans l'ensemble de l'économie non agricole, mais elle s'est inversée depuis une trentaine d'années.
Le nombre d'indépendants, dont la définition exclut les aides familiaux, dans les secteurs non agricoles a en effet diminué lentement de 1954 à 1980, mais il a ensuite amorcé une remontée qui s'est nettement accélérée dans les années 2000. L'auteur nous propose des explications souvent originales, que je vous laisse découvrir, de cette expansion contemporaine, en écartant de façon nuancée celle qui lie montée du chômage et progression du travail indépendant. Il réserve un sort particulier aussi bien aux faux salariés qu'aux faux indépendants, sans nier l'existence d'une zone floue entre le salariat et l'indépendance. Il voit notamment dans la montée en puissance des activités de soins, au sens large, soins aux personnes et aux choses, un important facteur de développement d'un travail indépendant plutôt qualifié. Je me permets de signaler un exercice, sans équivalent à ma connaissance, où il montre à la fin du chapitre 4, pourquoi des stratégies visant à faire durer plus longtemps les biens durables seraient vraisemblablement favorables à l'emploi. On pourra sans doute discuter quelques-unes des préconisations de politique économique et de politique fiscale, visant à donner plus de souffle aussi bien au service qu'au travail indépendant. On peut par exemple avoir des doutes sur le bien-fondé d'une TVA réduite dans l'hôtellerie et la restauration et plus généralement dans les services, même si Philippe Madinier accompagne cette idée de l'exigence d'une fiscalité directe plus progressive, et en particulier d'une forte imposition des grosses successions. Mais il s'agit d'un débat utile et nécessaire. En arrière-plan de ces propositions se trouve une préoccupation, la promotion d'une société de services sans servilité, plus égalitaire, à l'opposé du modèle d'une société de serviteurs que dénonçait André Gortz à la fin des années 1980. J'avais à l'époque critiqué l'assimilation que faisait Gortz entre le développement des emplois de service et ce qu'il appelait la néo-domesticité. Ce sont en effet beaucoup plus le statut, le type de relation salariale ou de rapport de subordination, les perspectives de formation, de qualification, voire de professionnalisation que la nature même des tâches exercées qui définissent la domesticité dans les services. Les services divers d'aide au maintien à domicile des personnes âgées ou de garde des jeunes enfants peuvent ainsi, selon les contextes institutionnels qui conditionnent les rapports de subordination, le sens et les perspectives du travail, relever soit de la domesticité soit de l'exercice d'une profession ou d'un métier valorisant. Philippe Madinier ajoute bien d'autres arguments à ce plaidoyer en faveur de services non serviles et d'un travail indépendant réellement autonome et créatif. Jean Gadret, professeur honoraire d'économie à l'Université de Lille. Introduction. Après un long déclin qui laissait présager une quasi-disparition, voici que depuis quelques années, le travail indépendant connaît un surprenant développement. En France, le phénomène est assez net, mais cependant limité et assez récent. On ne l'observe guère que depuis 2003. Il est plus marqué et un peu plus ancien dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Comment s'explique et que signifie ce retournement ? Il paraît tout à fait contraire à une loi constamment vérifiée jusque-là, depuis que Marx en avait fait la théorie il y a plus d'un siècle et demi, les lois de concentration économique et de salarisation progressive de la population active. Deux sortes d'explications schématiquement peuvent être avancées. 1. Selon certains, ce regain récent du travail indépendant ne remet pas en cause les lois fondamentales du développement des économies capitalistes. Il est essentiellement lié au ralentissement de ce développement et au chômage qui en est résulté. Il serait vite effacé sans doute si ce dernier venait à régresser de façon sensible et durable. D'ailleurs, les apparences statistiques en exagèrent l'ampleur. En effet, la conjoncture déprimée du marché du travail provoque la multiplication de faux indépendants. 2. À cette explication, on peut objecter qu'en face de ces faux indépendants se multiplient également de faux salariés, ceux notamment que portent ces sociétés de portage salarial qui se sont développées ces dernières années. L'accroissement de l'importance du travail indépendant est un phénomène bien réel et peut être durable. Plutôt que par la montée du chômage, il peut s'expliquer par le développement des activités de services qui absorbent une part sans cesse croissante de la population active. Car il se trouve que dans la plupart de ces activités, la concentration économique ne s'impose pas nécessairement. Les petites unités de production, de dimension familiale,
ou même les travailleurs indépendants travaillant seuls sont souvent aussi efficaces, et parfois davantage, que les grandes unités employant de nombreux salariés. C'est particulièrement le cas de tous les services consistant à prendre soin des personnes, mais aussi de leur habitat, de leur environnement et des objets qu'elles utilisent. Les services s'intéressant directement aux personnes, pour prendre soin de leur santé, de leur sécurité, de leur éducation, de leurs loisirs paraissent susceptibles, tout comme les besoins auxquels ils répondent, d'une croissance indéfinie. Et cela, à soi seul, suffit à rendre inacceptable le discours d'un Jeremy Rifkin sur la fin du travail. Quant aux services de soins des choses, qui eux aussi, occupent une forte proportion de travailleurs indépendants, ils ne tiennent pas encore une place très importante dans l'ensemble de l'économie, et n'emploient pas un très grand nombre de personnes. Mais ils sont appelés à se développer rapidement, et ont commencé à le faire depuis quelques années. C'est ce qu'imposent des impératifs écologiques pressants et de mieux en mieux reconnus. Cela est évident pour les diverses activités visant à améliorer ou restaurer la qualité de l'environnement. Cela est moins évident, mais n'est pas moins vrai pour les activités consistant à entretenir les bâtiments et tous les biens dits durables. Ces derniers, en dépit de leur appellation, sont pour beaucoup d'entre eux de plus en plus éphémères. La nécessité d'économiser énergie et matières premières commande de réagir contre la tendance des fabricants à en rendre la réparation difficile, voire impossible, ou à les fragiliser délibérément. Sur ce point, on peut d'ailleurs observer une sorte de convergence entre les impératifs écologiques et les aspirations nouvelles de nos concitoyens. Plusieurs signes indiquent en effet qu'ils sont las du rythme effréné auquel la publicité voudrait soumettre le renouvellement des biens qu'ils utilisent. À la différence de la production des services, la production industrielle des biens est destinée à s'automatiser toujours davantage, et donc à employer de moins en moins de personnes. Les activités de service, qui occupent déjà plus des 3/4 de la population active, en occuperont davantage encore demain. Contrairement à une idée trop répandue, le développement des activités de service n'implique pas nécessairement le maintien d'une forte inégalité sociale. L'observation de l'évolution à long terme de notre société le montre, à l'évidence. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le plus souvent, l'inégalité reste grande entre celui qui sert et celui qui est servi. Comment passer d'une société inégalitaire, où les uns sont au service des autres, à une société où tous, ou presque tous, seraient dans l'égalité au service les uns des autres? L'extension du travail indépendant peut contribuer au développement d'une société de service sans servilité. Encore faudrait-il que la politique n'hésite pas à faciliter une telle évolution. Cela suppose de favoriser la production de services, par rapport à la production de biens par exemple, en différenciant fortement les taux de TVA entre ces deux catégories de produits. Il est difficile bien sûr de plaider en ce sens à l'heure où, pour combattre les excès des délocalisations, tout le monde semble estimer nécessaire de réindustrialiser notre économie. Pourtant, l'idée d'une discrimination positive en faveur des activités de service finira tôt ou tard par s'imposer, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre écologique. Permettre d'autre part une multiplication des emplois indépendants suppose d'éliminer d'assez nombreuses restrictions à la liberté d'entreprendre qui subsistent dans notre société. Mais pour éviter que cette liberté ne se dévore elle-même, il faut favoriser les très petites entreprises par rapport aux autres dans toutes les activités où les avantages technico-économiques de la grande dimension ne sont pas évidents. Il faut avant tout, constamment lutter contre les phénomènes d'accumulation inhérents à toute économie de marché, c'est-à-dire mettre en place une fiscalité très fortement progressive sur les revenus, mais aussi et surtout sur les patrimoines. Les 2 premiers chapitres de cet essai seront consacrés à l'évolution du nombre et de la proportion de travailleurs indépendants dans l'agriculture et dans l'ensemble des activités non agricoles. On s'intéressera ensuite, chapitre 3, à la répartition très inégale de cette population entre les différents secteurs d'activité. Il faudra alors tenter d'expliquer la forte liaison existant entre travail indépendant et activité de service. On examinera, dans le chapitre 4, les causes de la prédominance de plus en plus marquée des activités de service dans l'ensemble de l'économie, et les raisons de penser que l'évolution sur ce point est appelée à se prolonger longtemps encore. Le dernier chapitre V
sera consacré à certains problèmes de politique sociale et fiscale que pose l'extension nécessaire des services et l'extension possible du travail indépendant, en même temps que l'aspiration à une plus grande égalité. Chapitre 1 : Le travail indépendant, une régression séculaire. 1. Les statistiques disponibles. 1. Les estimations quelque peu divergentes selon les sources. Entre 1954 et 2008, en un peu plus d'un demi-siècle, le nombre de non-salariés en France a été divisé par 3 selon les estimations annuelles de l'INSEE. Quant à la proportion qu'ils représentent dans l'emploi total, elle a été divisée par 4. D'année en année, la baisse a été constante. À l'exception près cependant des 7 ou 8 dernières années de cette longue période, pendant lesquelles l'importance relative de la population non salariée se serait à peu près stabilisée. Dans tous les pays dits développés, à l'exception du Royaume-Uni, la proportion que représentent les non-salariés dans la population active est également bien plus faible en ce début du XXIe siècle que 50 ans auparavant. Cela paraît bien illustrer la tendance à la salarisation de la population active, depuis longtemps décrite par Marx, et admise après lui par la quasi-totalité des économistes comme une des lois fondamentales du développement économique. Si la baisse de l'emploi non salarié n'est pas particulière à la France, elle a pourtant été, semble-t-il, d'une ampleur exceptionnelle dans notre pays. Cela ressort clairement des statistiques publiées par l'OCDE pour chacun des pays membres de cette organisation, à l'exception du Royaume-Uni où la proportion de non-salariés a augmenté. Elle a doublé par rapport à 1954, date à laquelle elle était, il est vrai, particulièrement faible. Mis à part le cas du Japon, dans aucun des pays importants pour lesquels on dispose de séries statistiques suffisantes, la baisse n'est aussi importante qu'en France sur la période 1954 à 2008. Les statistiques que l'on vient de citer font apparaître une baisse particulièrement forte pour la France. D'autres sources, les recensements de la population et les enquêtes emploi, font aussi ressortir une forte baisse, sensiblement moindre cependant. Selon le recensement de la population, le nombre de non-salariés, en 2008, était de 18% plus élevé que selon la source précédente. Cela appelle une explication. 2. Le statut des emplois, dualité des définitions. La divergence que l'on vient d'observer entre les deux sources statistiques tient à une différence de définition du statut des emplois. Pour distinguer les salariés des autres personnes ayant un emploi, la première des deux sources se fonde sur un critère formel simple: la rémunération de l'activité de la personne considérée est-elle ou non qualifiée de salaire. La délimitation entre les statuts admise par la seconde source, les recensements de la population, a légèrement varié au cours du temps, mais la plupart des recensements, et notamment celui de 1954, ont retenu un critère moins formel, plus sociologique, et d'ailleurs plus conforme à la doctrine juridique traditionnelle, selon laquelle on reconnaît le statut salarié d'une personne au fait que celle-ci dépend d'une autre personne dans l'exercice de son travail. Sont alors considérés comme non-salariés tous ceux dont ce n'est pas le cas, c'est-à-dire tous ceux qui indiquent sur le questionnaire du recensement qu'ils travaillent à leur compte, même s'ils sont PDG d'une société anonyme ou gérants minoritaires d'une SARL et perçoivent à ce titre une rémunération que le fisc comme l'URSSAF considère comme un salaire. Or, il se trouve que le comportement des chefs de petites entreprises s'est progressivement modifié au cours des dernières décennies. Beaucoup d'entre eux ont préféré avoir, au regard du fisc, le statut juridique de salarié plutôt que celui de travailleur indépendant, tout en gardant la direction exclusive ou principale de leur affaire. Ils ont donc donné à cette dernière la forme d'une société, SA ou SARL. Au lieu d'être directement rémunérés par le bénéfice de leur entreprise, ils prélèvent alors sur celui-ci de quoi se verser un salaire, ce qui présente notamment l'avantage de leur assurer une meilleure protection sociale pour leur famille et pour eux-mêmes. Parmi l'ensemble des entreprises de l'industrie, du commerce et des services, 10% seulement étaient redevables de l'impôt sur les sociétés en 1954. Cette proportion dépasse légèrement 50% en 2006. D'où une divergence croissante entre les deux sources statistiques. Cette dualité de définition, étroitement juridique ou plus sociologique, du statut des emplois ne se présente pas qu'en France, et cela complique quelque peu les comparaisons internationales. Au Canada,
Les statistiques officielles, comme les recensements français, classent parmi les non-salariés toutes les personnes qui déclarent travailler pour leur propre compte, même si l'entreprise qu'elles possèdent a la forme d'une société, et si elles sont donc alors rémunérées par un salaire. Il en allait de même aux États-Unis jusqu'en 1966. Les self-employed comprenaient alors les chefs d'entreprise sociétaires, incorporated. Mais depuis 1967, ils ne comprennent plus ces derniers. Or, de même qu'en France, ceux-ci sont de plus en plus nombreux. Parmi l'ensemble des personnes déclarant travailler à leur compte, 10% seulement en 1966 étaient propriétaires d'une entreprise sociétaire, incorporated self-employed. En 2008, ils étaient 38% dans cette situation, mais classés alors parmi les salariés. L'image de l'évolution de la population de non-salariés diffère donc sensiblement selon que l'on y inclut ou non cette catégorie d'entrepreneurs. Quant aux autres pays de l'OCDE, certains classent les propriétaires exploitants de sociétés parmi les salariés. C'est le cas selon un rapport de l'OCDE, de l'Australie, du Japon, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et semble-t-il du Royaume-Uni. En revanche, d'autres pays les considèrent, au moins pour une partie d'entre eux, comme des travailleurs indépendants. Ce serait notamment le cas des pays suivants: Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Espagne. Les recensements, tout comme les enquêtes emploi qui définissent le statut des emplois selon les mêmes critères, distinguent en effet plusieurs catégories de salariés. Les employeurs qui emploient un ou plusieurs salariés. Les indépendants, qui travaillent à leur compte sans employer aucun salarié. À côté de ces deux catégories de personnes travaillant à leur compte, les recensements distinguent une troisième catégorie, les aides familiaux. Ce sont les personnes qui participent aux travaux d'une entreprise familiale, sans être ni indépendants ou employeurs, ni salariés. Quelle que soit la définition retenue, on observe, en France comme dans la plupart des pays développés, une très forte baisse, sur un demi-siècle, du nombre des non-salariés, ou du moins de l'importance relative de ce nombre par rapport au total des emplois. Mais cette baisse globale recouvre des divergences assez marquées qu'il convient maintenant d'examiner. Selon le secteur d'activité, selon le statut précis, indépendant, employeur, aides familiaux, selon enfin que l'on considère les hommes ou les femmes. 3. L'agriculture et l'ensemble des autres secteurs d'activité. À défaut de pouvoir entreprendre ici une analyse détaillée par secteur d'activité, il est au moins tout à fait nécessaire de distinguer l'agriculture de l'ensemble des autres secteurs. En France, comme dans la plupart des pays du monde, les non-salariés forment la majorité des personnes occupées dans l'agriculture, alors qu'elles sont minoritaires dans l'ensemble des activités non agricoles. Et cela est vrai au début. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.